Le 28 juin 1990, une attaque armée vise le camp militaire de Ménaka dans le nord du Mali. Ce jour-là, le pays comprend qu'une nouvelle page de son histoire vient de s'ouvrir. 26 ans après la première rébellion de 1963-1964, une autre génération reprend les armes. Mais cette fois, les combattants ne viennent pas seulement de l'Adrar. Ils viennent aussi de l'exil, de l'Algérie, de la Libye, des sécheresses, des camps de formation et des frustrations accumulées depuis plusieurs décennies. Cette rébellion va faire émerger un homme qui deviendra central dans l'histoire du conflit malien, Iyad Agali. À cette époque, il n'est pas encore le chef djihadiste que l'on connaîtra plus tard. Il est l'une des figures de la rébellion de 1990. Comment une génération marquée par l'exil et la sécheresse a-t-elle relancé la guerre dans le nord du Mali? Pourquoi les accords signés n'ont-ils pas suffi pour installer une paix durable? Bienvenue dans Chronique Sciencée, la fabrique du conflit au Mali. Dans ce troisième épisode, nous revenons sur la rébellion de 1990, le retour des exilés armés. Pour comprendre la rébellion de 1990, il faut revenir en arrière. Après la première rébellion de 1963-1964, l'État malien reprend le contrôle militaire du Nord. Mais dans certaines familles, la mémoire de cette période reste vive. La défaite, la répression, l'exil, puis viennent deux grandes sécheresses, celle de 1973 et celle de 1984. Dans le nord du Mali, ces sécheresses détruisent les troupeaux, fragilisent les familles nomades et poussent de nombreux jeunes sur les routes. Certains partent vers l'Algérie, d'autres rejoignent la Libye. Et c'est là que la question malienne prend une dimension régionale. En Libye, Mohamed Kadhafi cherche à renforcer son influence dans l'espace sahalo-saharien. Des jeunes venus du Mali et du Niger sont récupérés, formés et parfois intégrés dans ces projets militaires. Cette génération de l'exil, souvent appelée génération Ishoumar, grandit loin du Mali mais avec une mémoire très forte du Nord. Elle revient avec une idée simple, ne plus subir. Le 28 juin 1990, le camp militaire de Ménaka est attaqué. Cette attaque marque le début officiel de la nouvelle rébellion. Deux mouvements apparaissent au premier plan. Le mouvement populaire de l'Azawad, le MPA, et le Front islamique arabe de l'Azawad, le FIA. Le MPA est associé aux combattants Touareg. Le FIA représente une composante arabe engagée dans la lutte armée. Ce point est important car la rébellion de 1990 ne peut pas être réduite à une simple formule, les Touaregs contre l'État. Elle rassemble des trajectoires différentes, des communautés différentes et des intérêts parfois divergents. À la tête du MPA, un nom s'impose, Iyad Agali. Face à lui, il y a l'État malien dirigé par le général Moussa Traoré. Mais en 1990, le régime de Moussa Traoré est déjà fragilisé. À Bamako, la contestation démocratique monte. Les étudiants, les associations et une partie de la société civile réclament le multipartisme et la fin du régime militaire. Le Mali est donc pris entre deux crises. Au nord, une rébellion armée. À Bamako, une contestation politique. Face à l'intensification du conflit, des négociations s'ouvrent sous médiation algérienne. Le 6 janvier 1991, les accords de Tamaracet sont signés. Côté malien, le document est signé par le colonel Ousmane Koulibaly, représentant de l'État. Côté rebelle, il est signé par Iyad Agali, secrétaire général du MPA et du FIA. L'objectif est de rétablir la paix et la sécurité dans les régions du Nord. Mais les accords abordent aussi les sujets sensibles. Le statut particulier des régions du Nord, la gestion locale, le développement régional et surtout l'allègement de la présence militaire. Pour les mouvements armés, c'est une avancée politique. Pour une partie de l'opinion malienne, c'est une concession trop importante. Quelques semaines plus tard, le 26 mars 1991, le régime de Moussa Traoré tombe. Le lieutenant-colonel Amadou Toumani Touré prend la tête de la transition. Le Mali entre dans une nouvelle ère. La démocratie s'ouvre, le multipartisme arrive, mais la question du Nord reste entière. Le 11 avril 1992, le pacte national est signé à Bamako. Ce pacte veut aller plus loin que Tamaracet. Il prévoit la réinsertion des anciens combattants, l'aide aux populations
déplacés, la valorisation des régions du Nord et la création d'un fonds de réinsertion. Mais sur le terrain, la paix reste fragile. Les mouvements se fragmentent, le MPLA se divise, d'autres groupes apparaissent. Le FPLA, Front populaire de libération de l'Azawad, l'ARLA, Armée révolutionnaire de libération de l'Azawad, le FIA, Front islamique arabe de l'Azawad. Puis les mouvements et fronts unifiés de l'Azawad, les MFIA, cherchent à parler d'une seule voix. Mais la méfiance grandit. Des attaques continuent, des communautés locales se sentent exclues des négociations, des groupes d'autodéfense émergent, notamment Gandakoy. Le conflit change alors de nature. Il n'oppose plus seulement l'État à des groupes armés, il commence aussi à produire des tensions entre populations du Nord. C'est l'un des tournants les plus dangereux des années 1990. Pour conclure, le 27 mars 1996, à Tombouctou, la flamme de la paix marque officiellement la fin de cette séquence. Des armes sont brûlées, le Mali veut tourner la page, mais en réalité, toutes les questions ne sont pas réglées. La rébellion de 1990 installe une mécanique qui va revenir dans l'histoire du Mali. Rébellion, négociation, accord de paix, intégration, frustration, nouvelle rébellion. Cette mécanique va ressurgir en 2006. Puis en 2012 avec une rupture majeure, l'entrée du djihadisme armé dans le conflit. La rébellion de 1990 n'est donc pas seulement un épisode du passé, c'est une étape clé pour comprendre la suite. C'était Chronique Sciencée, comprendre l'histoire pour éclairer le présent. Abonnez-vous pour rester connecté à l'histoire du conflit malien et à très bientôt.